Voilà, c'est parfait. Donc bonjour, les quelques personnes que je connais, puis je vois qu'après c'est des followers Gister, donc je ne sais pas qui est présent, mais en tout cas, bienvenue pour ce webinaire avec une demande de la Technopole de dire comment on peut gérer notre trésorerie là, pendant cette période de crise. Donc déjà, merci, merci à l'équipe de la Technopole, Gilles, Isabelle, en tout cas pour ces initiatives. Je pense qu'il y a besoin d'informations dans un premier temps, puis après, on va voir concrètement comment on pourrait opérer cette problématique face à un problème qu'on a du mal à piloter. Donc, on va voir comment on va piloter notre trésorerie pendant cette période. Euh, j'ai- J'aimerais dans un premier temps parler de concepts, alors de concepts de base en gestion financière, tout simplement parce que vouloir parler de trésorerie dans un contexte où là on pilote pas sa trésorerie comme on le ferait normalement, donc il ne faut pas prendre ce schéma comme un schéma normal de pilotage, à part la couleur des tableaux qui sont toujours les mêmes, mais ce qu'il y a dedans, on ne la pilote pas de façon classique. Donc j'aimerais déjà dans un premier temps rappeler un peu des principes de base, ce qui me permettra ensuite de présenter les 6 étapes que j'aimerais vous proposer de suivre pour gérer votre trésorerie, même si peut-être que ce sera de la redite pour beaucoup, c'est pas grave, des fois dans la répétition, il y a des choses qu'on peut peut-être prendre, et s'il y a quelque chose en plus, tant mieux. Et surtout, en ayant présenté des principes en gestion financière et ces 6 étapes, j'aimerais surtout venir après sur des éléments de prudence. Et c'est ça qui pour moi m'anime aujourd'hui, parce que je pense qu'on est quand même pas mal armé en ce moment sur la partie trésorerie, mais il faut parler de la suite, si on peut dire de la suite, ou du moins savoir comment on va devoir anticiper quelque chose dont on ne sait pas quand est-ce que ça va redémarrer. Donc ça c'est important. Et à la fin, j'essaierai d'illustrer l'ensemble de ces propos par deux exemples qui sont des exemples réalistes, c'est des exemples de cas concrets, de clients. Donc ça me permettra d'illustrer tous mes propos. Donc on va passer 45 minutes, 60 minutes ensemble, et puis à peu près 15 minutes ou un peu plus de questions. J'ai mis une petite enveloppe A et B. Bon, il peut toujours y avoir des coquilles dans une présentation. Donc généralement, ce que vous faites, vous allez piocher dans cette enveloppe la bonne lettre, vous la remplacez, vous la corrigez, mais surtout vous vous concentrez sur ce que je vais vous raconter. C'est ça le plus important. D'autant plus que je modifie ce contenu quotidiennement, parce qu'il y a toujours de l'actualité. Donc voilà, j'essaie de le mettre toujours à jour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Franck Thomas Lavielle et je suis plutôt un expert en gestion financière d'entreprise. Pour beaucoup, vous me connaissiez donc dans le cadre d'une chambre consulaire, j'étais à la chambre de commerce de La Rochelle. Donc, moi, je suis un ancien contrôleur de gestion déjà. Faut comprendre mon parcours donc j'ai accompagné pendant plus de 10 ans 400 entreprises dans les divers secteurs d'activité. Et donc j'ai créé aussi au sein de la Chambre de commerce de La Rochelle donc un produit de renforcement de haut de bilan que j'ai créé et j'ai accompagné par la suite. 3 entreprises que j'ai créées, puis une nouvelle qui est en train d'arriver. Puis si vous souhaitez qu'on se retrouve, le réseau LinkedIn, et vous pouvez me retrouver. Où je partage, j'ai en ce moment pas mal d'articles pour vous aider d'avoir de l'information sur la gestion. Et d'autre part, après, si vous allez un peu plus loin, vous pouvez aller sur le site comprendre-la-gestion.com. Donc voilà, donc moi mon objectif, ma target au départ, c'est de pouvoir optimiser les résultats d'entreprise. Bon, en ce moment, c'est plutôt comment optimiser la trésorerie des entreprises avec différents outils, donc qui sont le coaching, le conseil et la formation. Alors l'objectif, c'est de prendre une pause, même si je sais qu'il y a énormément de webinaires sur la trésorerie en ce moment, mais faites une pause, posez vos informations financières et puis évaluez votre besoin de trésorerie. Il faut vraiment commencer par ça, parce que si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, en tout cas si vous ne vous donnez pas une situation au pire de cette situation économique, eh bien ça va être très difficile de pouvoir redémarrer derrière. Donc vraiment, faut prendre le temps de cette pause, elle est nécessaire pour pouvoir piloter dans un contexte compliqué. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par des principes de base en gestion financière. Encore une fois, peut-être que vous connaissez ces principes, mais à défaut, c'est un rappel. Et surtout, je m'appuierai sur ces éléments pour expliquer les éléments de prudence après. Alors,
C'est pas pour faire de la pub, mais je fais beaucoup de lectures, que ce soit sur la gestion financière ou la notion de gestion d'argent. Et j'ai beaucoup aimé ce livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, parce que il présente un bilan et un compte de résultats de façon très ludique. Et les explications permettent vraiment de comprendre la notion de patrimonial des entreprises. Et donc voilà, donc je trouve que pour vous, hein, dans cette période, si vous avez un peu de temps et vous voulez lire quelque chose d'intéressant pour comprendre au moins comment vous pourrez gérer votre trésorerie, ce livre est très intéressant. Mais aussi, il parle aussi de 4 sphères euh, pour nommer le QI financier. Il faut toujours les 4 sphères pour juste rapidement les nommer. La première, c'est de pouvoir maîtriser le légal, hein, la loi. Le deuxième sphère, c'est pouvoir piloter son marché. Le troisième sphère, c'est pouvoir piloter et maîtriser ses investissements. Et puis la première, en fait, qui nomme, c'est qu'il faut maîtriser la compta et la gestion si vous voulez vraiment être un pilote de votre patrimoine. Et puis même de votre entreprise en général. Voilà. Donc ça, je trouve ça intéressant pour vous. Euh, on va commencer par un premier principe. Donc un peu de théorie et je vais essayer de surtout d'appliquer cette théorie aux entreprises, aux TPME, parce qu'on parle beaucoup de marché financier, on parle beaucoup d'impact économique, de PIB, etc. Mais ça, on sent un peu loin en fait hein, de ces informations. Donc j'ai essayé de le rapprocher plutôt de l'entreprise, de vous en fait. Donc la première chose, on a, dans un premier contexte, on part d'une crise sanitaire. Bon, là vous le savez, hein, je ne vais pas parler des gestes barrières et puis du contexte, vous le connaissez. Donc cette crise sanitaire, de fait, a un impact, c'est ce qu'on dit en théorie, sur l'offre et la demande. En gros, pour le traduire très simplement, c'est que c'est un impact tout simplement sur vos ventes. Donc en gros, votre chiffre d'affaires, bah, pour certains, il s'est arrêté complètement à 100%. Il y en a, bon, bah, c'est un peu moins. Il y en a, bah, ça explose. Hein. Je pense aux hypermarchés ou tout ce qui est agroalimentaire. Donc la première chose, c'est que cette crise sanitaire a un impact direct sur la notion et l'activité économique. Et quand on parle d'activité économique, on parle vraiment de ce qu'on appelle le compte de résultat. Bon, je pense que vous êtes des chefs d'entreprise, vous savez ce que c'est un compte de résultat. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on parle d'activité économique, on parle du compte de résultat. Baisse de vente face à des charges qui, ben, vous le voyez tous, hein, puis on prend déjà des décisions pour pouvoir mettre en place des ressources pour pouvoir financer son développement, que ce soit des abonnements, des locaux ou autres. Mais malheureusement, quand les ventes s'arrêtent d'un coup, on ne peut pas arrêter ses charges d'un coup. Et ça, c'est compliqué. Et c'est là où, en fin de compte, l'impact économique sera important, c'est que l'arrêt est tellement brutal que, ben, effectivement, les résultats nets qu'il va y avoir vous risquent d'être restent avoir des résultats très négatifs en fin d'année. En tout cas, tant qu'on n'a pas de date de reprise, c'est difficile de se projeter correctement. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur un an. Et d'autre part, on a une autre vision, et là, on parle d'activité financière. Et quand on parle d'activité financière, en fait, on parle du bilan. Et donc, moi, ce qui m'intéresse de parler pour vous, c'est pour ça que je vous parlais du livre avant de Robert Kiyosaki, c'est que le patrimoine de l'entreprise... Oui. Vous m'entendez plus? Ah, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, c'est bizarre. Ah, il y a eu une coupure? D'accord. Et tu pourrais me dire où est-ce que tu m'as entendu la dernière fois? Parce que je suis... D'accord. Ok, arrêt brutal. Merci, c'est gentil. Ok, donc je vais reprendre ça et merci beaucoup. C'est gentil. Parfait. Bah, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. On va voir. Si ça recommence, hein, Gilles, hein, t'hésites pas tout de suite m'alerter. Hein. Alors, je reviens, donc je parlais d'activités donc économiques. Vous avez donc bah, le risque, hein, je ne sais pas si je vais me répéter, c'est pas grave. Vous allez avoir hein, donc une chute du résultat. Donc ça, parce que vous n'allez pas pouvoir arrêter aussi vite vos charges. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et d'autre part, on a donc notre bilan. Donc le bilan, c'est ce qu'on parle vraiment d'activité financière. Donc là, vraiment, là où on parle beaucoup de financier en ce moment. C'est surtout ça. Tout simplement parce que ce qui est important, c'est cette notion de patrimonial. C'est pour ça que je vous ai parlé du livre précédemment, parce que l'actif de votre entreprise, c'est vraiment le patrimoine de votre entreprise. Donc l'idée, c'est que si vous avez demain des investissements, que ce soit en machine ou autre, vous attendez toujours un retour sur investissement, donc que cet actif que vous avez ramène plus de chiffre d'affaires, donc de rendement, etc. Et que ce soit aussi la valeur de vos stocks. Hein. Le stock, c'est aussi quelque chose qui vous appartient, c'est un patrimoine, c'est une grande valeur. Si on prend le stock de voitures chez Renault, c'est démentiel. Hein. Donc, et c'est même pour ça qu'il y en a qui parlent de financer le stock. On en reviendra un peu plus tard.
Et vous avez aussi vos créances clients, hein. Ça c'est important, parce que je reviendrai sur cette notion de créance client, sur le délai de paiement que vous accordez à vos clients. Donc ça c'est, vous avez fait une facture et on vous doit de l'argent, donc c'est vraiment dans votre patrimoine. Et puis le dernier, c'est votre trésorerie. Donc comprenez bien que la vision financière, c'est vraiment ce que l'entreprise a comme dans son patrimoine, face en fin de compte à de la ressource d'argent, qui est en fin de compte la notion passive. Donc je vais aller un petit peu plus loin, donc ça c'est juste un petit peu pour rappeler les bases et l'impact de l'activité, la crise sanitaire, qui a un impact sur la crise économique et qui a un impact sur l'activité financière. Le deuxième principe, c'est que, et ça c'est vraiment important, alors au-delà du résultat net, nous ce qui nous intéresse c'est la CAF, hein, le cash que vous générez. Bon, en gros clairement c'est le cash que vous mettez, qui rentre dans votre compte bancaire et qui va ressortir sur votre compte bancaire. Là encore, hein, je vulgarise le discours parce qu'il faut vraiment le prendre simplement, là, surtout en ce moment, pour savoir vraiment quelle est la capacité de cash que vous êtes capable de générer. Donc ça, c'est important de comprendre que vous générez du cash, vous générez, enfin, compte des ressources d'argent, vraiment, vous créez de l'argent, on va dire ça, pour votre activité, grâce à votre compte de résultat. Et ce que cette CAF a pour mission, c'est de pouvoir, bon bien sûr, on va dire payer des dividendes, mais surtout elle a vocation à rembourser le capital des emprunts que vous avez en ce moment, ou de vos emprunts que vous avez demain. Et aussi, une deuxième mission, de pouvoir renforcer vos fonds propres. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais que vous avez un patrimoine, pour pouvoir financer ce patrimoine, en fait, ça vient en fin de ces ressources, de ces fonds propres, et tout ce qui est ces emprunts. Donc je pense que vous allez peut-être comprendre un petit peu l'impact quand on parle de dette en ce moment, de pouvoir faire des emprunts. Plus vous allez augmenter vos emprunts, déjà vous allez devoir générer plus de CAF. Et d'autant plus que si vous avez une CAF qui s'écrase à cause d'une activité économique qui est difficile ou qui a du mal à reprendre, eh bien vous allez avoir à la fois des doubles peines. La première, des difficultés de remboursement d'emprunt, et la deuxième, de ne pas pouvoir renforcer vos fonds propres. Et c'est là où ça va devenir compliqué. Donc si je reprends un petit peu de schéma, avec un petit peu de couleur, donc la CAF qui a cherché à rembourser vos dettes et vos fonds propres, mais il n'y a pas que ça, il y a un autre élément qui est essentiel, et c'est pour ça que je vais revenir sur cette notion un peu plus tard, c'est que les petites cases noires que j'ai mis entre votre stock et vos créances clients, et vos dettes fournisseurs, vos dettes fiscales et sociales, donc pour beaucoup, je crois, enfin pour ceux que j'ai vus, vous êtes beaucoup en prestation de services, donc ce qui vous concerne, c'est surtout le délai de paiement que vous avez avec vos clients. Donc attention, parce que si vous avez des délais dans vos facturations, au moment où vous faites une facture, hein, et au moment où vous allez être payé, eh bien ça, c'est important de le prendre en compte, parce que ce cash-là, va falloir le prévoir demain. Et ça s'appelle le BFR, hein, c'est la différence entre vos stocks et créances clients et vos dettes fournisseurs et dettes fiscales et sociales. Et ça, va falloir le financer. Et comment on le finance? On le finance avec votre CAF à la base. Donc imaginez que si vos activités ne génèrent pas suffisamment de CAF, de cash, eh bien les déséquilibres vont se poser. Voilà, ça c'était vraiment les principes un peu de base, parce que je vais revenir sur ces notions après, et je voulais pas que vous soyez un peu perdu dans des mots un peu, on va dire techniques, ou du moins dont on parle beaucoup, mais savoir de quoi on parle. D'accord? Alors, 6 étapes pour pouvoir gérer sa trésorerie en période de crise. Donc moi, c'est ce que j'ai mis en œuvre, hein, donc, chez mes clients. Et honnêtement, c'est pas un jeu de plaisir, mais il va falloir vraiment s'y tenir, parce que ça va être important et déterminant pour la suite. Quand je dis la suite, c'est demain. Première étape, va falloir prévoir vos ventes. Et oui, je sais que ça, c'est l'exercice le plus compliqué, parce que quand ça s'arrête d'un coup, je sais que moi, pour certains clients, on a eu des baisses de 15-20% en cumul mois de mars. Et puis il y en a certains, on est sur des baisses de 50%, voire 70% juste sur le mois de mars, donc ce qui est colossal. Donc qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril si le confinement, par rapport à ce qu'on a eu comme information hier avec le Premier ministre, il risque de perdurer, et l'impact par rapport à vos activités. Donc essayez de vraiment vous projeter. Et ça va être essentiel de pouvoir vous projeter. Parce que l'objectif, c'est vraiment de savoir comment vous allez pouvoir générer du cash demain. Il est évident que le mois de mars, bon, là on a fini, là vous avez clôturé, donc il y a 2 jours, donc vous savez ce que vous avez fait au mois de mars. Mais peut-être qu'au mois d'avril et au mois de mai, vous allez devoir mettre 0. Donc c'est pour ça que ça va être dur de voir ces chiffres-là, mais il faut que vous ayez conscience en fait de cette chute. Alors la projeter sur un tableau Excel, c'est super sympa, mais la vivre, c'est difficile. Maintenant, il faut le faire.
faites cet exercice de vraiment vous projeter en disant ouais, mais je sais pas comment ça va se passer. Contactez vos clients, si je pense que vous l'avez déjà fait par rapport au projet. La deuxième chose, ben, il y a des clients qui vont dire bah non, moi de toute façon je vais pas faire. Il y en a qui vont dire bah non, je reporte même l'année prochaine, donc en 2021. Puis il y en a qui vont dire ok, ben là pour l'instant je vais pas travailler, ou bah si je suis toujours intéressé, etc. Mais contactez vos clients. Surtout, n'arrêtez pas de prospecter. Alors c'est vrai que ça peut paraître évident, mais c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire en ce moment, créer du lien avec peut-être des nouveaux contacts, d'autant plus que peut-être que vous n'allez pas pouvoir leur vendre quelque chose maintenant, mais du moins de pouvoir créer cette relation qui va être essentielle demain. Donc, et si vous avez vraiment une difficulté vraiment à vous projeter, faites-vous un jalon à 6 mois. Au pire à 6 mois. Mais il faut vraiment vous donner cette visibilité. Et si vous dites, ben moi je vais avoir zéro pendant 6 mois, ben vous aurez zéro pendant 6 mois. Alors c'est sûr, hein, encore une fois, hein, quand on modélise les choses, ça va faire bizarre hein, de voir cette consommation de cash, parce que vos charges, elles ne vont pas se baisser aussi vite. Donc première étape, il faut vraiment prendre le temps d'appeler ses clients, de voir ses prospects et projeter, et quitte même à mettre du chiffre d'affaires à zéro pour des mois avril, mai, si c'est le cas. Deuxième étape, alors analysez vos charges. Régime sec, hein, c'est assez simple, hein, c'est comment chercher à avoir le minimum vital que vous pouvez avoir ou devez avoir par rapport à vos charges sur les 6-8 mois prochains. C'est pour moi l'étape la plus importante, la plus difficile aussi, parce qu'au-delà de projeter des ventes qu'on fait pas, ou qu'on projette, ou qu'on décale, encore ça peut facilement s'analyser. En revanche, chercher à couper des charges quand l'objectif c'est de pouvoir avoir des outils de travail, qu'est-ce qu'on coupe en premier ou autre, c'est un exercice très difficile. En revanche, il va falloir vraiment se mettre au régime sec et de pouvoir chercher à optimiser au maximum vos charges. Et l'idée, c'est assez bêtement, c'est de caler votre activité avec votre niveau de charge minimum. Alors, pour vous aider, j'ai fait une checklist hein, de plein d'actions que vous pouvez mettre en place, et je illustrerai ça après avec des exemples. Moi, ce que j'aimerais que vous ayez en tête aussi, c'est, vous connaissez certainement la loi de Pareto, pensez loi 20-80. Quand on dit loi 20-80, c'est vous avez 20% de vos dépenses qui représentent 80%, 20% de vos dépenses qui font 80% de votre sortie de cash. Donc, ayez dans vos démarches à travailler sur les 20% qui auront le plus d'efficacité, parce que c'est ça qu'il faut regarder en priorité, parce que c'est là où ça va avoir le plus d'effet. Donc j'ai essayé de lister un peu et faire des commentaires, parce que il y a des choses qui sont pas forcément simples et qui amènent débat. Donc première action, bien sûr, resserrer vos commandes d'achat, hein, si possible, surtout si vous n'avez pas de commandes. Et si vous avez du stock, bah, autant consommer son stock. L'action numéro 2, reporter les projets consommateurs de cash. Là, en ce moment, et j'en parlerai après, parce que j'ai vu hier la BPI, il y en a encore qui cherchent à se dire, bah non, mais je vais profiter pour pouvoir peut-être faire du développement, parce que je ne peux pas forcément trouver des clients, ou travailler avec mes clients, ou déclencher de nouveaux contrats. Non, attention, c'est là où ça devient compliqué, parce que si vous cherchez à faire du développement de produits dans cette période pour chercher après à le valoriser avec des outils de production immobilisés, ou faire du crédit impôt recherche et autres, en fait non, on n'est pas du tout dans cette philosophie là aujourd'hui. Je parle vraiment dans cette gestion de trésorerie. Il ne faut pas chercher à consommer du cash sur de l'investissement maintenant. Je sais que c'est un peu, ça peut être dur, ça peut amener des conséquences derrière en termes de ressources humaines. Mais attention, les projets, reportez-les de 2 mois ou 3 mois, mais prenez pas de la ressource pour ça, parce que ce temps ne doit pas être dédié à ça. Passer en vue donc bien sûr l'ensemble de vos charges d'exploitation, et puis les réduire, loi des 20-80, je vous l'ai dit. Les actions 4, 5, 6, c'est vraiment tout ce qui est énergie. Je les ai mis en avant parce que aujourd'hui c'est vraiment simple de pouvoir reporter ces charges, en sachant que pour vous qui êtes dans les techs, bon, l'eau et le gaz, hein, vous n'êtes pas trop concernés, hein, donc loi des 20-80, il ne faut peut-être pas se prendre la tête avec ces charges-là. En revanche, pour l'électricité, si vous avez des serveurs, ou si vous avez des consommations d'électricité qui sont importantes hein, par rapport à votre activité, il ne faut pas hésiter à demander, et ça, tous jouent le jeu aujourd'hui. Au niveau des loyers, alors attention,
on peut faire des décalés de 3 mois, enfin en tout cas c'est ce qui se pratique, mais attention, c'est pas forcément automatique. Donc si vous pensez que votre propriétaire, surtout si vous êtes avec des bailleurs privés, si eux ils ont des emprunts en face et qu'ils n'ont pas bénéficié de report de crédit, ils vont vous demander de payer le loyer. Donc attention, ne pensez pas que c'est automatique. Il faut discuter avec votre bailleur pour savoir qu'est-ce qui est possible. Ensuite, au niveau, alors là encore sur l'action 7, l'État fait des annonces sur comme quoi va imposer ou veut imposer aux bailleurs de reporter les loyers. Là pour l'instant, c'est pas le cas et ça risque pas d'être le cas. Donc attention, c'est à vous de discuter, d'échanger avec votre bailleur pour voir ce qui est possible de faire. En revanche, si vous êtes bien sûr, et je vois pour ceux qui sont à la CDA, il faut bien sûr faire la demande, et Gilles le précise, c'est vraiment important. Mais c'est vrai que les collectivités jouent vraiment le jeu. Donc là, si vous êtes dans des locaux de collectivité, c'est un peu plus simple. L'action 8, donc tout ce qui est les leasing, donc crédit bail immobilier ou mobilier, là encore, l'ensemble des personnes à qui on avait fait les demandes de report, c'est encore une fois, il faut le demander. Si vous ne le demandez pas, vous ne l'aurez pas. Il faut être conscient de ça. Donc il faut demander. Et ils le font pour tout ce qui est leasing, ils le font très facilement, jusqu'à presque 6 mois. Donc allez-y, si vous avez du matériel informatique que vous avez fait en mode leasing, c'est vraiment pratique d'utiliser cet outil. Et surtout, c'est du report. Et ça, j'aimerais bien souligner ce point-là, parce que quand on parle de report, ça veut dire que vous allez payer la charge toute l'année. Et quand tout à l'heure je vous ai parlé de compte de résultat, si vous avez 100% de votre charge cette année et que vous avez une baisse d'activité de chiffre d'affaires, vous allez avoir des résultats qui ne vont pas être très propres. En revanche, si on refait un échéancier qui va étaler cette dette sur de l'année 2020 et 2021, j'ai envie de vous dire, vous reportez cette charge sur 2 ans. Eh bien, il vaut mieux. Alors c'est sûr que l'année prochaine, vous allez subir de la charge un petit peu plus, mais cette année, vous en subirez un petit peu moins, et ça évite de dégrader fortement votre CAF en fait. Donc essayez tant que le faire c'est possible, en fonction des différents postes fournisseurs, de pouvoir demander des échéanciers sur 2 ans. Ça serait idéal, sur 2 ans, 2020-2021. Ensuite, tout ce qui est les reports ou annulation des impôts, donc IS, CFE, CVAE. Donc ça faut le demander, enfin encore ils peuvent le faire. L'annulation, ça a été un cri d'appel, pour l'instant j'en ai pas vu. Enfin si vous en avez eu, dites-le moi, ça m'intéresse, mais en tout cas je n'ai vu aucune annulation. En revanche j'ai vu des reports. Et ça c'est quand même, c'était surtout la période en ce moment où on a le paiement des tiers et des CFE qui sont en train d'arriver, donc on est content que ça arrive à ce moment-là, on va dire. Donc on les reporte. Attention, la TVA n'est pas concernée. Donc bref, vous ne pensez pas que là, si vous avez fait de la facturation au mois de février, ce qui est certainement le cas en tout cas, il va falloir payer la TVA. Donc ça va pas être cadeau. Donc, et surtout, faites très attention à bien vérifier que ça soit bien fait, parce que l'État va pas faire de cadeau derrière. D'accord. Donc non, attention, la TVA n'est pas considérée. En revanche, ce que peut faire la TVA, c'est si vous avez pour le mois de mars de la TVA que vous avez, qui est déductible, qui est plus importante que la TVA collectée, donc celle que vous avez facturée pour vos clients, elle pourra vous payer plus rapidement. Voilà, c'est ça qu'elle va mettre en place. Ensuite, pour l'action 10, donc là on touche plus la partie ressources humaines, donc le chômage partiel. Donc là encore, la plateforme avait explosé à un moment, donc là maintenant on peut y accéder un peu plus facilement. Prenez bien en compte que le chômage partiel, vous devez quand même payer 70% du salaire brut. Donc vous devez le payer, ça c'est obligatoire. Et ensuite, c'est l'État qui reverse en fait une subvention de 7,74 € pour les entreprises de moins de 250 équivalents temps plein par heure chômée. Donc déjà, il faut que la demande soit validée. Moi, j'ai eu le cas avec un client qui est dans le secteur du bâtiment. Clairement, on lui a refusé. Donc faites très attention de dire je vais mettre au chômage partiel. Il faut vraiment que vous ayez une validation. Pour les techs, pour l'instant, généralement, vous pouvez travailler en télétravail. Donc, bon, voilà, je ne dis pas que c'est la situation simple, mais faites attention sur le chômage partiel. Il faut vraiment valider le fait que ça soit accepté. D'autre part, sur la partie chômage partiel, il y aura toujours un décalé. Et pour l'instant, n'imaginez pas recevoir l'argent au mois d'avril. Enfin, j'ai du mal à croire que vous allez toucher la subvention sur le mois d'avril, mais peut-être juin.
Donc dans votre prévisionnel, prenez en considération ça. Ensuite, bien sûr, faire une suspension des contrats d'intérim, mais ça, je pense que vous l'avez déjà fait. Demander un échéancier URSSAF et caisse de retraite, là encore, c'est un échéancier. Donc là, vous pouvez tout à fait... alors, pour les personnes que j'ai accompagnées, généralement, on a eu un échéancier qui a été reporté jusqu'en fin d'année. Donc c'est-à-dire on subit la charge cette année. Donc vous voyez après, si vous arrivez à négocier plus, hein, ça serait super. Vous pourrez reporter ce coût, cette charge du moins sur deux exercices, ça serait quand même mieux, parce que, encore une fois, dans le but de chercher à maîtriser votre résultat en fin d'année. Ensuite, il y a la discussion sur la fameuse prime des 1500 euros plus 2000 euros que peuvent faire les conseillers régionaux via les fonds rebonds. Là, effectivement, il faut avoir une entreprise de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 70% de baisse d'activité par rapport au mois de l'année dernière. Il faut avoir moins de 10 salariés. Donc, il y a plein de critères. Effectivement, il y a eu beaucoup de déceptions par rapport à ça, parce qu'il suffit qu'un des critères ne soit pas éligible et vous ne pouvez pas en bénéficier. La plateforme, normalement, doit être ouverte sur, parce que c'est dans le cadre du contrat État-région, donc la région qui va piloter ça. Donc la plateforme, pour l'instant, n'était pas encore ouverte et je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi. Depuis ce jour, la plateforme... D'accord, très bien, merci. Merci Gilles de préciser. Donc qu'est-ce que je voulais dire? La TVA, je vous ai dit, et vos charges donc sont dues. Alors faites attention, je pense que bon, on vit déjà une crise sanitaire, une crise économique, vous l'avez bien compris, une crise financière qui va suivre derrière, et ce serait peut-être bien éviter d'avoir une crise juridique. Oui. Donc restez dans la légalité, ne pensez pas que vous n'avez pas le droit de payer, vos charges sont dues. Hein. Donc c'est bien la difficulté justement dans le pilotage des charges, donc attention. Donc maintenant, ça c'était un gros pilier, hein, la partie charge. Je vous mets quelques liens, vous les connaissez certainement, mais quand vous aurez la présentation, ça permettra d'y accéder directement. Donc l'étape 3, eh bien, encore une fois, là, vous allez chercher entre vos ventes pour chaque mois et les charges pour chaque mois, d'identifier effectivement votre courbe de consommation de cash par mois. Je vous voyez ici, l'idée c'est modéliser, parce que c'est toujours mieux... Alors, je vois une petite question, Isabelle, quid des prélèvements à la source des impôts? Alors, prélèvement à la source, tu parles certainement du particulier. Est-ce que je peux me permettre de répondre aux questions à la fin, si c'est possible? Moi, de toute façon, je scrollerai et je reprendrai tout. Comme ça c'est super. Mais pensez bien que je les vois, mais comme ça me coupe, ça permet juste pour vous d'avoir le discours à la suite, quoi. Mais je répondrai à vos questions. Alors, attention, encore une fois, prenez bien en compte hein, la TVA, hein, parce qu'il faudra la payer ou la déduire. L'idée, c'est de savoir vraiment quelle est votre consommation de cash par mois et de chercher à trouver c'est quand le point d'équilibre. Alors, j'aime beaucoup les courbes hein, et de modéliser, parce que c'est comme ça qu'on voit comment ça fonctionne et les creux surtout. La troisième étape, alors il y a des très bons outils partout. Je sais qu'en plus, à la Technopole, ils ont aussi des outils. Donc, appuyez-vous sur leurs outils. Là, je vous en montre un, et c'est pas forcément le mien parce que, de toute façon, les outils de gestion de trésorerie, ils sont tous les mêmes. Hein, donc, j'ai pas de valeur en plus à avoir ajouté d'outils complémentaires. En revanche, là, il y a des outils, c'est la source BPI qui présentait un outil. Vous voyez, donc là, vous avez vos plans de trésorerie avec vos ventes, vos différentes charges par rapport à vos flux d'exploitation. Donc à chaque mois, vous voyez ce que vous consommez. Et puis après, pensez bien sûr à tout ce qui est hors exploitation, hein, encore une fois. Donc les subventions que vous pouvez toucher, ce que vous pouvez rajouter en compte courant, hein, tout ce qui est exceptionnel, ou tout ce qui est des remboursements d'emprunt, parce que le remboursement d'emprunt, vous payez les intérêts dans le flux d'exploitation, mais vous remboursez le capital dans le hors exploitation. Donc vous voyez, ça permet juste de structurer les données, et puis de bien sûr pouvoir voir mensuellement comment ça fonctionne. Et ce qui va être important, c'est en quatrième étape, c'est de faire le cumul des trous. Donc vous voyez, tout à l'heure quand je vous ai montré le creux, l'idée c'est de dire, ok, je vois le volume global de ce que j'aurai en termes de trous de trésorerie. C'est ça qu'il faut chercher à évaluer. C'est vraiment ce besoin global de trésorerie dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que comme vous allez faire différents scénarios de situation, on va prendre certainement la plus catastrophique et de chercher à évaluer vraiment le pire que vous pouvez avoir. Et ce qui est important, c'est que maintenant,
il y a une écoute et il y a des outils qui permettent de financer ce volume-là. Donc, et encore une fois, même si l'écoute pourrait perdurer, en tout cas, là en ce moment, oui, il y a une écoute pour pouvoir mobiliser de l'argent que pourrait peut-être avoir besoin. Mais il faut avoir vraiment le besoin global. Et si vous cherchez à faire des petits à-coups, moi, peut-être dans 6 mois, 8 mois, les robinets vont peut-être être fermés, et là, vous allez être mal. Donc c'est pour ça que cherchez vraiment à avoir le cumul, pour pouvoir vraiment chercher à identifier vos besoins globaux de trésorerie pour cette année. Et je dis bien cette année, parce que là, on pilote sa trésorerie de façon un peu particulière. La cinquième étape, et ça c'est pour moi un point très 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 important, c'est que vous pouvez avoir de la liquidité aujourd'hui. Donc ça c'est vrai à titre bien sûr personnel, mais aussi dans votre société. Mais en fait, votre liquidité disponible, c'est pas celle-ci. La liquidité disponible que vous allez avoir, c'est votre liquidité totale et votre besoin en fonds de roulement, donc le fameux tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, surtout pour vous si vous avez des délais de paiement avec vos clients, et généralement ça peut représenter un mois, voire un mois et demi, parfois 2 mois de chiffre d'affaires, et bien ça il faut l'avoir en trésorerie. Parce que si vous mobilisez l'ensemble de votre cash aujourd'hui, votre trésorerie, pour financer ce creux, donc limite, bon, ça peut se comprendre, hein, je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie. En revanche, le problème c'est que vous risquez de caler si vous repartez et l'activité repart. Parce que bah, vous n'allez pas pouvoir tenir face à des délais de paiement client. Et puis, même si il peut exister différents outils qu'on va voir juste après, c'est quand même mieux de prévoir ce coussin de trésorerie qu'il va falloir avoir au démarrage. Et ça, c'est important. Donc, pensez bien que si vous avez de la trésorerie, c'est moins votre BFR, et c'est vraiment ce que vous avez en termes de trésor, cette trésorerie-là, que vous avez pour vous mobiliser et combler les trous. Et l'étape 6, c'est si effectivement vous n'avez pas assez pour combler le trou qu'il va y avoir, eh bien, effectivement, il y a 3 acteurs aujourd'hui qui interviennent, donc les banques traditionnelles, la BPI, et l'État et les conseils régionaux. Encore là, il faudrait que je corrige une faute, mais c'est pas grave. Encore une fois, elle est dans l'enveloppe pour corriger. Il faut comprendre que les banques aujourd'hui, elles jouent vraiment le jeu parce qu'effectivement, elles ont la garantie BPI. En revanche, avant de faire ma checklist que je vais vous donner juste après, attention parce que la confiance n'exempte pas le contrôle. Quand tout à l'heure on parlait d'URSSAF, quand on parlait de demander différé par rapport au paiement d'impôts, IS, CFE, CVAE, etc., c'est vrai que votre expert comptable peut le faire à votre place. En revanche, contrôlez. Contrôlez parce que déjà votre expert comptable il va être submergé. Moi je vois il y a des experts comptables qui sont en train d'imploser parce qu'on leur demande, et ce que je comprends, c'est aussi une partie de leur devoir d'agir dans ces cas-là. Mais je ne vais pas envie de faire le parler avec les hôpitaux, mais c'est très compliqué pour eux des fois de tout contrôler, tout vérifier. Donc vous vous ne pouvez pas vous déresponsabiliser et contrôler. Contrôlez que ça a bien été fait pour chaque point de charge, surtout si vous avez délégué, demandez chaque semaine, ça a été fait, on en est où, ça a été déposé, envoie-moi les codes d'accès, envoie-moi quel lien sur la plateforme, montre-moi, envoie-moi le document officiel, etc. etc. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des ratés et c'est maintenant qu'il faut chercher à combler la trésorerie. Encore une fois, je vous dis, on ne pilote pas une trésorerie comme ça, mais là, on n'a pas le choix, donc le contrôle est important. Et d'autant plus que votre expert comptable peut intervenir, mais il n'interviendra pas pour votre banque, il n'interviendra pas pour vos bailleurs ou vos fournisseurs. Donc c'est à vous de faire cette démarche. Donc si vous le déléguez à un comptable ou à un collaborateur, contrôlez que ça soit fait et fait dans quel délai pour que vous puissiez avoir une vision de votre trésorerie. Et ça se contrôle en ce moment et ça se fait de façon hebdomadaire. Ok? Donc, checklist pour le bilan, parce que bon là, tout à l'heure je parlais plus des charges liées au compte de résultat, et là je parlais plus du bilan. Donc pareil, différentes actions. Suspendre les investissements, donc si vous avez prévu d'acheter du matériel, des équipements ou autres, reportez-les 2-3 mois, peut-être septembre même, hein, ça serait bien même repoussé jusqu'en fin d'année. L'action 15, donc rejetement des prêts bancaires, c'est une simple demande. Alors simple demande, et encore une fois, il faut faire une... Vous savez, là c'est un peu la phase de marasme, hein, donc tout le monde un petit peu se précipite. Moi j'ai quotidiennement des banques à peu près, je pense que je dois toutes les avoir au téléphone en ce moment. Donc, c'est très compliqué pour eux aussi. Donc, il faut laisser des traces. Faites des emails, écrivez, et ils apprécieront parce que ça permet de structurer
et de ne pas se retrouver à se dire ah mais vous m'aviez dit que non non, formalisez vos demandes par au moins un email parce que c'est pas parce que vous dites oui c'est bon je vais le faire que ça va être fait tout de suite. D'autant plus que toutes les banques ne vont pas à la même vitesse pour plein de raisons différentes, hein. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Il y en a qui réagissent tout de suite, il y en a qui en fin de compte vont devoir dire bon, on va vous autoriser des découvertes ponctuelles de façon exceptionnelle, on ouvre le découvert et on comblera après d'ici un mois. Donc c'est pour ça que ça c'est bien s'ils vous le disent, mais il faut l'écrire. Comme ça permet pour vous, comme pour lui, de se dire, ok, je ne suis pas non plus surpris de voir les creux de trésorerie arriver et d'avoir des relances par rapport à des découvertes. Donc ça, c'est important de formaliser. Ensuite, demander le paiement, donc pour ceux qui ont fait les demandes de crédit d'impôt recherche ou des crédits d'impôt innovation, là vous pouvez les demander. Normalement, vous auriez dû être payé sur avril, mai, juin, peut-être mai, juin plutôt, si vous avez fait les demandes en fin d'année 2019. Donc là, vous pouvez demander, si vous aviez déjà déposé les demandes, le paiement. Ils le font assez vite. Donc voilà, allez-y. Au niveau d'Action 17, donc demande du paiement des subventions, la subvention régionale. Alors ça, c'est si vous avez fait des demandes, là aussi, pareil, ils ont accéléré sur le paiement. Bon, ça va pas aussi vite que ce qu'on espère, mais bon, déjà, demandez-le. Si vous ne le demandez pas, ça va être compliqué. Oui, c'est ça, c'est pour tous, merci Gilles de préciser, c'est évidemment pour toutes les entreprises qui ont déjà eu un accord et une signature de convention, bien évidemment, c'est si la subvention vous l'avez obtenue, vous devez la toucher l'argent, hein. Généralement il y a toujours des délais entre l'instruction et le processus interne des conseils régionaux, c'est assez long, là ils ont accéléré. Donc voilà, donc merci de préciser Gilles, tu as raison. Au niveau des banques, donc je reviens sur les banques parce que après vous pouvez solliciter des prêts donc qui peut être garanti par l'État. Donc ces prêts en fait, bon ça se passe en plusieurs étapes. Donc on parle des prêts PGE. Il faut que vous voyez votre banque dans un premier temps, demandez à votre banque. Alors c'est encore une fois sur les sites de BPI, ils vous le demandent de contacter votre banque. Mais dans la procédure, c'est pas formalisé comme ça. Mais il faut demander à votre banque pour dire voilà, je souhaiterais solliciter un prêt PGE. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les banques, elles vont vous prêter proportionnellement au flux qu'elles ont par rapport à votre activité. Donc si vous avez une banque, c'est assez facile, c'est 100%. En revanche, si vous avez deux banques et qu'il y en a une qui a 20% des flux, voire 0, et puis l'autre qui a 100% des flux ou 80%, bah, ça va être fait proportionnellement. Donc c'est une règle de fonctionnement qui se sont données. Donc ce qui fait que soyez pas surpris si une de vos banques vous dit ben non, moi je peux pas vous faire de prêt, j'ai pas de flux. Et c'est pour ça que la BPI envoie dans un premier temps à dire demandez à votre banque, parce qu'ils veulent éviter d'avoir les allers-retours, de savoir est-ce que vous avez bien réparti le montant du prêt PGE entre vos banques par rapport à cette notion de flux. Donc ça c'est important. Et sachez aussi que pour avoir eu 3 banques, elles m'ont confirmé, donc bon, je ne vais pas les nommer aujourd'hui, mais en tout cas les banques nationales. Si vous n'avez pas de flux, bah, vous n'aurez pas de prêt. Ça c'est certain aujourd'hui de leur part. En revanche, si vous amenez du flux sur la période des 3 mois, eh bien, au bout de 3 mois, ils pourront remobiliser cet outil PGE pour vous, si vous voulez. Donc sachez-le, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous ne mobilisez pas tout aujourd'hui. En tout cas, ça permettra de pouvoir le mobiliser plus tard. Autre information, la BPI s'est engagée jusqu'en fin d'année, donc 2020, par rapport à ses prêts PGE et les garanties 90%. Donc des fois, il est urgent de ne pas se presser. Il y a des choses auxquelles je vous dis c'est l'inverse, il faut vraiment aller très vite. Mais là, des fois, on se dit ok, qu'est-ce dont on a besoin. Donc on prend le worst case, enfin la situation la pire. En revanche, si vous avez quand même été un peu fort sur les charges et un peu très fort sur la baisse d'activité, eh bien effectivement, il faudra peut-être voir dans un deuxième temps et pas forcément accélérer et chercher à faire de la dette. Je reviendrai après sur les éléments de prudence après, parce que chercher à faire de la dette long terme pour le financement du court terme, c'est jamais les bons mécanismes. Comment fonctionne aussi ce prêt pour aller un peu plus loin? Vous avez donc c'est un différé de 12 mois, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Au bout des 12 mois, là les banques c'est très simple. Alors, il y en a qui disent bon ben on fait tout de suite les conditions de remboursement, on rembourse à 100% au bout des 12 mois ou on rembourse au bout de 5 ans. Les taux
varie en fonction de votre notation Banque de France, mais grosso modo, c'est un taux qui est d'un 0,5 pour au bout de 12 mois, 1% et 2%, 1% pour 2 ans, et puis au-delà de 2 ans, c'est 2%. À peu près, je vous donne une tranche parce que c'est ce que j'avais eu comme retour. Et puis pour certains, on leur a dit, bah, attendez, on va attendre au bout des 12 mois, et on verra à ce moment-là comment vous voulez qu'on amortisse. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien comme méthode, parce que la banque, pareil, encore une fois, je vais revenir sur les éléments de prudence. Garder une dette qui est inutile, des fois, il est préférable de la liquider tout de suite et pas vous handicaper demain. Mais j'expliquerai un peu plus tard après. Au niveau de l'action 19, donc mobiliser les créances. Alors, encore une fois, faire de l'escompte, de la facturage ou du DAI en ce moment, euh, c'est c'est pas forcément simple si vous n'avez pas de facture, et surtout il faut avoir quand même des comptes, des grands comptes ou des grosses ETI qui sont quand même sûres et certaines. Donc je ne dis pas que c'est simple, en tout cas ça fait partie des outils. Action numéro 20, financement du stock et des actifs. J'en ai rapidement parlé tout à l'heure quand je parlais du patrimoine de l'entreprise. Effectivement, il existe des sociétés qui font du financement des stocks en fait. Déjà, tout dépend de la valeur des stocks et puis la dépréciation de ce stock à terme. Bon, pour l'instant, même pour des entreprises qui ont des produits avec des DLC qui peuvent être très longues, ou des produits qui sont manufacturés qui n'ont pas de DLC, c'est quand même très difficile de mobiliser des fonds pour financer le stock. Donc c'est un outil, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc voilà, ça fait partie de la liste, mais pour ceux qui ont des produits à forte valeur ajoutée, pourquoi pas. Au niveau de la BPI, donc ligne de trésorerie avance plus, donc là c'est sur 30% du montant de la ligne sur justificatif qui peuvent vous financer, donc ça c'est un bon outil. C'est assez classique, donc rien de nouveau. Au niveau de la BPI, et ça c'est l'information que j'ai eue hier, donc je ne sais pas si vous l'avez en avant-première aujourd'hui, mais donc la BPI aujourd'hui avait prévu de pouvoir faire du cofinancement avec des prêts rebonds. Sauf qu'en fait, ils l'ont pour la région Nouvelle-Aquitaine, ça ne sera pas la BPI. Ça sera le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui va piloter les fonds. Ça veut dire que si vous aviez prévu de faire un prêt qui avec un cofinancement donc de la BPI, eh bien en fait ça ne sera pas avec la BPI, ça sera avec la région. Et aujourd'hui pour l'instant on n'a pas les procédures pour pouvoir savoir comment ça va fonctionner. En sachant que d'autres régions telles que les Pays de Loire et autres, c'est dommage parce que ces cofinancements ont déjà même été déposés sur les comptes de société. Donc c'est vraiment un peu dommage parce qu'on perd un peu de temps. Maintenant, il est possible, mais ça je vous donne de l'information que j'ai reçue hier, que ce soit bien sûr soit en avance remboursable, soit en subvention. Donc, un mal pour un bien, je ne sais pas. En tout cas, sachez-le. Et là, encore une fois, comme je vous dis, cette présentation est voulue à chaque fois. Je vous dis de tout refaire les éléments, mais là, ça va changer. Donc, ça sera au niveau de la région. Les deux dernières actions, donc du déstockage. Donc, c'est un peu bête, mais il faut arriver à vendre votre stock aujourd'hui. Donc, si vous pouvez, allez-y, si on arrive à vendre. Et puis après de la cession d'actifs, encore une fois, ça fait partie des outils, mais encore une fois, il faut pouvoir le faire dans cette période-là. Mais en tout cas, ça fait partie du panel d'outils dont, on va dire, les financiers disent. Voilà. Mais je sais bien que c'est aussi une situation compliquée, parce qu'il faut déjà arriver à faire développement de chiffre d'affaires avant de vendre déjà ses actifs. Encore une fois, la notion de déstockage et cession d'actifs, c'est vraiment pour pouvoir chercher à réduire vos besoins, vos ressources pour financer en fin de compte votre patrimoine. C'est un peu illogique dans l'absolu, mais en revanche, dans cette situation, c'est assez pertinent en fait. Alors, c'est là où je vais revenir sur deux éléments de prudence. À la fois, je vais revenir sur ce que je vous ai expliqué dans la petite partie théorique et par rapport à ces différentes étapes. Déjà, l'impact économique. Donc, je vois qu'il y a pas mal d'échanges, je me permettrai de relire après, sinon après je vais être perturbé et après il n'y aura plus vraiment de sens de ce que je vais vous raconter. Prudence numéro 1, l'impact économique. Donc on parle de compte de résultat. Donc si vous avez des insuffisances de CAF,
pour financer vos emprunts, eh bien, il faut bien comprendre que ça, la première chose que vous allez devoir mettre en place, c'est des baisses de salaire, devoir peut-être faire des licenciements, en tout cas, je ne sais pas ce que j'espère, mais réduire un maximum vos charges parce que vous aurez besoin de CAF pour financer vos emprunts dans un premier temps. Parce que la banque en manche, elle va pas, elle va vouloir être remboursée. Vous savez, on sent dans l'air un revival de 2008 des subprimes avec des prêts pourris, comme on dit, qui pourraient naître. Donc vous, chef d'entreprise, soyez prudent parce que avoir de la dette que vous ne pourrez pas rembourser demain, il va y en avoir. Donc attention, et les banques vont être extrêmement exigeantes par rapport à ça, et je les comprends parce que ça peut vraiment déséquilibrer la situation financière. Donc si vous avez vraiment dans votre prévisionnel des chutes de CAF et donc des insuffisances pour financer en plus la croissance, parce qu'il y a le double effet. Si à la fois vous avez déclenché de l'activité, faire repartir votre activité, donc vous allez avoir un BFR qui va augmenter, c'est pour ça que je vous ai expliqué le fameux BFR tout à l'heure, et à la fois vous avez une CAF qui va chercher à devoir financer une dette qui n'est qu'une dette de trésorerie, vous allez vous retrouver avec des efforts mais monumentaux, c'est-à-dire des pressions de charges, énormément d'impréhension sur vos charges, sur vos collaborateurs. Vous allez travailler comme des ânes, si ce n'est déjà le cas. Et puis après, derrière, de sous efforts, ce soit pour payer de la trésorerie. Donc très dur, ça c'est très très dur. Et quand on a vraiment levé beaucoup trop de dettes, c'est pas sur un an que ça va se faire, ça va être sur 2, 3, 4 ans. Et c'est éreintant, épuisant. Donc attention, cherchez plutôt vraiment à réduire vos charges maintenant, que de chercher à chercher à ne pas regarder la réalité par rapport à votre consommation de cash. Sinon, ça va être trop difficile demain par rapport à votre activité pour financer cette dette. Et puis en plus, derrière, si en plus vous avez un défaut de paiement, vous allez vous mettre sous protection du tribunal. Donc c'est un acte de gestion aussi. Mais bon, quand on se met sous mandat ad hoc ou en redressement judiciaire, au pire la liquidation, effectivement, on pourrait faire réétaler des dettes sur des plus longues durées, mais pendant toute cette durée, vous êtes marqué en redressement. Je ne suis pas sûr que ça soit folichon des fois par rapport à des clients. Bien que des fois, ça ne gêne pas du tout certains clients, pour d'autres, surtout pour des grands comptes ou des collectivités, c'est plus embêtant. Donc attention. Deuxième élément de prudence, l'impact financier. Encore une fois, là, les déséquilibres de bilan qui se sentent, vous avez bien compris, si vous n'avez pas assez de fonds propres, d'autant plus que si vous avez des résultats négatifs cette année, donc vos fonds propres vont s'écraser, donc ils vont baisser. Et d'un autre côté, la dette bancaire que vous avez va augmenter, on va se demander qui pilote dans votre entreprise, parce que clairement le pilote, s'il y a plus de 50% de votre total bilan qui est de la dette, ça va être votre banquier qui va vous dire ce qu'il va devoir faire maintenant, c'est-à-dire rembourser. Donc, encore une fois, je reviens sur cette notion de pression sur la CAF que vous allez devoir générer. Et d'autant plus qu'il y a un autre effet, alors je l'appelais effet ciseau, on pourrait donner d'autres termes, mais si d'un autre côté vous avez des remboursements de dettes que vous allez devoir rembourser, et d'un autre côté vous avez des fonds propres qui n'augmentent pas aussi vite que votre activité, et bien là vous allez retrouver avec le deuxième effet qui se coule, de manquer de trésorerie pour financer votre BFR. Donc là on est vraiment purement sur des financiers. Donc ça veut dire, en plus de ça, vous avez une dette. En plus de ça, vous allez rembourser. En plus, vous avez de la croissance et vous faites énormément d'efforts. Et en plus de ça, vous allez devoir remettre de l'argent, soit en capital, soit en compte courant de la société, pour pouvoir financer le haut de bilan, donc vos fonds propres, pour financer votre trésorerie. Donc attention, l'impact, au-delà de la détérioration des fonds propres, l'impact de la dette, elle va vous imposer ce schéma-là après. Donc soyez très prudent dans le volume de dette que vous voulez avoir. Même si j'ai un discours très clair en disant qu'il faut que vous soyez conscient du volume de cash dont vous aurez besoin dans un cas le pire, il ne faut pas non plus être fou par rapport à la dette. Et pour ça, j'ai essayé de vous donner des exemples. Je finis juste cette petite phrase. En fait, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est très simple. Quand on cherche à financer du court terme, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on utilise des outils court terme. Et quand on cherche à financer du long terme, on finance avec du long terme. Mais faire du court terme avec de la dette long terme, ça coûte très cher en termes d'efforts et d'activité pour financer les dettes. Donc attention, et en plus ça vous privera de capacité d'endettement pour peut-être financer du vrai développement, des vrais investissements, donc augmenter la valeur de votre patrimoine et des outils dans votre patrimoine. D'accord? Donc cherchez à vous caler au maximum votre activité, mais quelles sont vos charges en fonction de votre activité.
Et ça, c'est vraiment important. Donc ça vous donnera le tempo, votre volume de chiffre d'affaires fin d'année par rapport au volume de charges que vous devriez avoir. Et mobiliser les financements qu'en dernier recours. Donc, je vais prendre des exemples et puis après je réponds aux questions. Donc, premier exemple, les deux exemples, bien sûr, je les ai anonymisés. Le premier, donc c'est vraiment une TPE qui, donc l'idée c'est de pouvoir construire un tableau de trésorerie, mais un peu comme vous avez vu précédemment. Encore une fois, on ne réinvente pas la poudre, là, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, et de pouvoir collecter facilement les informations et créer plusieurs scénarios. Et c'est ça que j'ai essayé de vous montrer. Donc là, je vais basculer sur l'outil que j'adore qui est Excel. J'espère que vous voyez assez bien. Je vais essayer de grossir un petit peu. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir être sur un budget qu'on avait initialement, où on avait les 2 premiers mois, janvier-février, qu'on comptait réaliser, et on avait l'ensemble des postes clients, tout ça en TTC, s'il vous plaît, n'oubliez pas, et on se projette par rapport à l'activité. Donc qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? Donc il y avait un objectif de 162 400 euros de chiffre d'affaires TTC. On avait prévu, donc il y avait une subvention qui devrait avoir au mois d'avril, et un emprunt bancaire par rapport à des investissements. Oui, une chose assez classique, assez simple. Encore une fois, là, on a l'ensemble des charges. Vous voyez, j'ai mis des références de numéro de compte, hein, donc, qui permettent pour vous de vous repérer. Donc là, on est dans une société de services, donc il y avait des études, des achats d'études qui étaient assez importantes pour près de 21 000 euros. Et l'ensemble de postes que vous connaissez tous, de l'électricité, de l'eau, de petits équipements, pour l'entretien, fourniture, etc. Donc là, tout est balayé, hein, c'est toutes les postes de charge que vous pouvez connaître et maîtriser. Et on les a projetés dans l'année, quand est-ce que ça a été prévu. Donc ça, c'était vraiment le budget avec les 2 premiers mois réalisés, les taxes qui avaient en compte, les salaires avec l'objectif de recruter en septembre parce que, si je remonte un peu plus haut, il y avait une forte augmentation par rapport à des engagements de prospects et de clients. Donc recrutement prévu pour septembre. Et donc les charges qui y sont liées, etc., la médecine du travail et les intérêts d'emprunt, parce qu'il y avait déjà un emprunt en cours. L'idée, d'autre part, c'est qu'il avait des prévisions d'achat de matériel, d'équipement, etc. jusqu'en fin d'année pour 20 000 euros et des remboursements d'emprunt qui étaient classiques, plus le nouvel emprunt qui était programmé ensuite. Voilà, avec la TVA, encaissement-décaissement, et l'idée, c'est d'avoir le solde de banque en fin de période, hein, donc ça c'est ce qu'on avait au 31 décembre sur nos comptes bancaires. Ah, on m'entend plus? Pourtant le micro est toujours allumé. Est-ce que tu m'entends là, Gilles, ou pas? Vous m'entendez? C'est revenu? Super. Du monde dans la bande passante en ce moment, je pense. C'est bon? Vous m'entendez? Si, j'espère que oui. On m'entend plus? Dis-moi, Gilles. Ça hache un peu? Ok. De toute façon, soyez rassurés, j'ai enregistré moi en local. Donc ce qui fait que vous aurez de toute façon l'enregistrement derrière s'il y a des périodes où vous ne comprenez pas. Ça va, j'espère que vous m'avez compris. J'espère. Gilles, vous avez entendu? Ok, super. Donc l'idée c'est voilà, on avait après notre trésorerie qui évoluait, donc bien sûr encore il y a toujours un effet de saisonnalité, et on arrivait avec une trésorerie qui partait de 7 000 euros fin janvier jusqu'à 30 000 euros fin d'année. Ok, ça c'est le budget, le projet. Donc on a fait un premier scénario de cas, on a une baisse de 28% de chiffre d'affaires. Donc là, en rouge, hein, c'est vraiment tout ce qu'on avait pris en compte, les baisses. Et on voit qu'il y a eu des reports, il y a eu des échanges avec des clients, il y en a qui disent ok, on va peut-être pouvoir continuer, etc. En tout cas, au moment où on a établi cette démarche. Il y avait du récurrent, pour l'instant le récurrent devait être maintenu, il y en a 2 qui se sont dit des étalements, donc on a fait du différé, etc., etc. Donc on a quand même une perte de 45 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. D'autre part, on avait donc la subvention, elle est toujours programmée au mois d'avril, normalement, et on a prévu du fait du chômage partiel, parce qu'il y a eu une période où là, il n'y a eu quasiment rien du tout, hein, et donc avec une projection de paiement au mois de juin, et avec une mobilisation, alors là, ça aurait pu être BPI, mais c'était avec une banque, dans la philosophie de pouvoir mobiliser donc un prêt de trésorerie à rembourser au bout d'un an de 10 000 euros. Donc on était parti sur ce scénario-là, une baisse de 28% d'activité, et là on a pris nos postes. Donc clairement, vous voyez, j'ai des postes que je n'ai, même si je les ai mis en rouge, je ne les ai pas effacés parce que c'est vrai que là on est dans les lois 2080, donc on les a pas supprimés, on n'a pas fait de courrier ou autre, tout ce qui est eau, électricité, parce que c'est tellement anecdotique que les faits
à demander de l'effort, donc ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas demain, mais pour l'instant, les reports n'ont pas été faits aujourd'hui. Les études ont été fortement reportées, bien évidemment, et l'idée c'est de tailler entre notre budget et par rapport à ce qu'on corrige maintenant, si on peut dire ça comme ça, sur l'ensemble des postes. Vous voyez, là on a tout ce qui est voyage, déplacement, les frais de mission, les restaurants. Bon, vous voyez, ça a été assez simple de pouvoir se dire à zéro. Les reports d'impôts qu'il y a pu avoir, là le chômage partiel qui est ici qui a eu un impact, et puis surtout non-recrutement en septembre. Une décision qui n'est pas forcément simple. Donc là, l'idée, c'est qu'on a atteint jusqu'à 30 000 euros de, entre guillemets, de baisse de charge, en sachant qu'on a quand même perdu 45 000 euros de chiffre d'affaires, globalement même 52 000 euros par rapport aux ressources, même hors exploitation, qu'on aurait dû avoir. Là, il n'y a que 30 000 euros. On a cherché après tout ce qui est investissement annulé, donc 20 000 euros qui ont été entre guillemets récupérés, si on peut dire ça comme ça. Et on a demandé des décalés de 6 mois auprès de la banque, ce qui a été accepté. Donc ça a commencé qu'au mois d'avril parce que le déclenchement, il y a un différé. Et donc il y a 4 000 euros qui ont permis d'être récupérés là aussi. Ce qui fait qu'en prenant cette période, et même si au mois de mars, on aurait pu être en découvert, on avait des autorisations de découvert spécifiques qui permettaient de pouvoir financer cette trésorerie. Et donc entre notre courbe de budget par rapport à notre baisse d'activité et puis à ce qui a été décidé, on se retrouvait avec une situation de trésorerie qui était positive. Donc ça, c'est une baisse de 28%. Maintenant, un autre cas, une baisse de 46%. Donc là, c'est beaucoup moins drôle. Beaucoup moins drôle. Et là, c'est vraiment, pour l'instant, ça n'a pas été le cas, dans le cas réel, mais on a fait scénario au cas où, et on arrivait près de 75 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe en moins. À ce moment-là, on se fait retrouver donc à dire, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, la subvention plus le chômage partiel donc à mobiliser. Et après, là, c'est mobiliser un prêt PGE avec la banque de 50 000 euros. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, la chute est sévère. Et la vraie question, c'est de dire, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir rembourser cet emprunt? Donc, comme il y avait déjà un emprunt, c'est de regarder entre les échéanciers d'emprunt par rapport à ce qu'on est capable de rembourser demain. Il y avait la possibilité vraiment de rembourser. Il y avait un petit peu de gras dans l'idée, mais en fait, comme 48% de baisse d'activité, si ça se fait et que ça continue par rapport à la situation économique, on a été très très prudent. Et là, c'est reparti, pareil, donc là, ce coup-ci, on se dit, on va lancer les courriers parce que ça n'a pas été fait, encore une fois, mais on mettra forcément tout ce qui est à réduire, on réduira. Pareil, tout ce qui est location, donc là, il y a eu un décalé de 3 mois, donc ça a été possible avec le bailleur. Et puis, tout ce qui est voyage, déplacement, autres, etc. Donc là, je répétais, et pareil pour l'emploi, pas de recrutement en septembre, etc. Et pareil pour les crédits. Et là, on a une autre courbe de trésorerie qui s'applique avec un pic. Et c'est là où on voit que on reste sur une trésorerie positive. Le but, c'est pas forcément d'être sur une trésorerie positive. C'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de gras. Mais en tout cas, on se retrouve sur une trésorerie qui est entre guillemets dit confortable en fin d'année. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir peut-être rembourser rapidement en fait par rapport à cet emprunt qui est mobilisé. Mais ça, on le saura qu'en fin d'année. Donc ça sert à rien de projeter par la suite. En tout cas, ça a permis de se dire, ok, on a des outils, et ça c'est vrai qu'aujourd'hui on les a aujourd'hui, donc c'est permettre d'évaluer. Il faut savoir que s'il n'y a pas cet outil de 50 000 euros, c'est pas chercher à vous faire peur, bien évidemment, mais la trésorerie va forcément donner pas le même. Si mon tableau veut bien se mettre à jour, ça c'est tout le problème des fois d'Excel qui ne va pas se mettre à jour. Mais je vous laisserai faire l'exercice avec votre trésorerie, comme ça vous verrez. Donc. Ah, j'aurais bien voulu quand même vous montrer, parce que ça fait bizarre quand même. C'est pas grave. Donc, imaginez bien que si vous avez 50 000 euros en moins, les creux vont être terribles. Donc voilà, ça c'est le premier exemple avec l'idée, voilà, vous avez un budget initial, vous avez les 2 premiers mois, ne cherchez pas à raconter ce qui est vrai de 2 premiers mois, vous avez même le mois de mars, donc prenez les 3 premiers mois, et puis après projetez ce que vous voulez faire sur les mois d'après, en tout cas avec des scénarios K1, K2 au pire, peut-être K3 si vous voulez, mais l'idée c'est vraiment de vous donner une situation. Un deuxième exemple, donc là pareil, là c'est un cas vraiment réel, donc c'est le tableau de trésorerie, j'ai cherché à vraiment à pas rendre personnalisé le plus possible, mais c'est un cas réel. Donc une activité donc où il y a à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires, donc TTC, et avec des projections qui avaient été faites au début d'année, donc des aides régionales qui étaient programmées, des
excusez-moi, il y avait un billet de découvert qui était mobilisé, donc ça c'était quelque chose qui était possible parce qu'on sait qu'on a de la saisonnalité, et il y avait du crédit d'impôt recherche qu'on pouvait, qu'on avait touché au mois de juin. Voilà, donc après l'ensemble des charges, etc. Donc c'est le fameux tableau de trésorerie que vous avez vu précédemment de la BPI, mais que là maintenant, bon voilà, ça c'est un cas réel. Donc ça c'était la trésorerie réelle projeté avec les 2 premiers mois compter des carrés, enfin, des mois réalisés. Donc c'est pour ça qu'on avait prévu des billets de trésorerie dans cette période-là. Et en fait là on a un peu changé notre prévision, donc la programmation d'une baisse de 60% d'activité. Alors c'est vrai que là on est parti sur un scénario très très noir, enfin j'espère vraiment que ça soit le maximum qu'il y aura. Je peux dire qu'on est vraiment à l'effort parce que le mois de mars, en fait, il y a eu des ventes, donc c'est plutôt rassurant. Report des investissements, donc là en gros clairement ils ont été reportés, donc on ne va pas mobiliser de ressources et de prestataires par rapport à ça. Le chômage partiel a été utilisé, sollicitation d'un rééchelonnement des charges d'URSSAF, donc ça avait été validé et accepté. Donc on subit la charge cette année, encore une fois, on paye toute la charge cette année. Et négociation avec les fournisseurs pour décaler et étaler des paiements, donc ça a été fait sur certains postes. Il y a toujours le billet de trait financier qui avait été mobilisé, et puis il y a une mobilisation d'un prêt PGE de 50 000 euros qui a été demandé, qui a été obtenu, qui a été versé aujourd'hui, et une demande de mise en paiement du CIR, donc qui n'a pas encore été faite, mais la demande a été faite, et une demande de mise en paiement de la subvention régionale qui a été demandée, mais qui n'a pas encore été faite, mais qui va être sur le mois d'avril. Donc la trésorerie, voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même un scénario extrêmement pessimiste, hein, c'est-à-dire qu'on arrive quasiment à une trésorerie négative fin d'année. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas cherché à trop alourdir la dette, parce qu'on ne sait pas non plus ce qui va se passer, mais quand vous perdez 60% de votre chiffre d'affaires, bon, c'est vraiment un scénario très 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 noir, et on verra au mois le mois, est-ce qu'il y a besoin de réajuster avec d'autres outils pour la fin d'année. Et ça, on fera au mois le mois. Voilà comment aujourd'hui on a piloté la trésorerie et comment ça a été illustré. Voilà,